Salam alaikum Azzoul Fellaoul, bonsoir. Dans cette deuxième partie de la rétro-info de la semaine. Bien sûr, la première partie, on a parlé du documentaire du MAC, sur le MAC, pardon, le récit du complot et des interrogations autour des législatives dernières, du 2 juillet passé. On a commencé bien sûr à en débattre avec le phénomène de la harga, avec nos invités Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie, Gamal Abina, analyste politique, observateur politique, mais aussi spécialiste des relations internationales, Yesh Bailey, ingénieur, économiste et militant politique, était avec nous comme invité. Merci à vous. La question, bien sûr, est posée à notre ami Gamal Abina, toujours sur le thème de la Harga. La réunion du ministre de l'Intérieur et des Transports relance le débat sur la Harga et continue malgré les mesures prises par les autorités. Ce phénomène donc prend de l'ampleur. Pourquoi les départs clandestins ne cessent-ils pas? La réponse sécuritaire suffit-elle face à un phénomène aux dimensions sociales, économiques et politiques que révèle la Harga sur les frustrations et les aspirations de la jeunesse algérienne? Pourquoi certains jeunes préfèrent-ils risquer leur vie en mer plutôt que de construire leur avenir en Algérie? Gamal Abina, est-ce qu'on peut avoir seulement cette approche sécuritaire et dire que le phénomène est un phénomène criminel, l'activité des réseaux de passeurs, s'attaquer aux passeurs, l'Algérie muscle la lutte contre les réseaux de passeurs, alors que la question dépasse la question criminelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, une problématique qui se pose, donc la question sécuritaire, c'est pas une question sécuritaire, le haraga, c'est la sécurité pour ceux qui prennent le bateau, qui prennent la mer. C'est eux qui sont en insécurité. Ça pose aucun problème de sécurité pour l'Algérie, mais c'est un problème effectivement pour l'Europe. Le phénomène haraga, c'est un phénomène qu'on peut, bon, le mot est arabe, mais on peut l'élargir à l'Afrique, hein. C'est un phénomène qui est massif. On l'a observé au Maroc récemment, là, avec Ceuta et Melilla. Donc, c'est plus facile, évidemment, parce que c'est deux territoires occupés du Maroc par l'Espagne. Donc, franchir la frontière, c'est pas franchir la mer. Mais on a quand même eu, c'est incroyable, c'était massif, 60 000 personnes. C'est une village, c'est une ville quasiment qui est rentrée dans une ville. Donc, ça traduit un malaise social au Maroc qu'on connaît, qu'on a aussi en Tunisie. Il y a un grand phénomène d'exode. C'est à peu près sur la totalité des migrants, c'est à peu près 20% de Tunisiens qui sont dedans. Et ça traduit effectivement plusieurs problématiques. D'ordre effectivement social, il y a sans doute peut-être des difficultés à accéder au travail pour la plupart des pays du Maghreb et d'Afrique. D'ordre psychologique, ils imaginent vraiment que l'herbe est plus verte ailleurs. Ils imaginent vraiment qu'ils trouveront plus de bonheur à l'extérieur, alors qu'ils ont quand même maintenant Internet pour voir que ce n'est pas vrai. Et puis des questions effectivement liées à l'Europe, qui ne veut pas avoir d'immigration et qui fait pression pour que ça n'arrive pas. Donc moi, je dirais simplement, c'est vrai que cette espèce de forteresse Europe qui se vend comme étant une grande réussite, où tout va bien, donne l'impression fausse aux pays africains en général qu'ils peuvent s'en sortir. Je dirais pas que l'Algérie est plus importante en termes de nombre de haragas que le Maroc, que la Tunisie ou même que l'Afrique. Ça ne serait pas vrai, ce serait faux. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont attachés au pays qui ne partiront pas parce que de toute façon, le pays commence à se développer. Mais c'est vrai que de répondre à des questions comme celle-là en pensant satisfaire l'Europe sur des questions de contrôle des frontières, c'est une question de contrôle des frontières, hein. C'est une question réelle. Alors maintenant, malheureusement, beaucoup d'Algériens qui regardent trop peut-être la télévision pensent vraiment que ça ira mieux dehors, ce qui est une erreur. Mon père disait une chose très juste à l'époque, paix à son âme. Il disait, il était en Algérie, donc il parle pas de quelqu'un qui a vécu 4 ans de plus en Algérie après être revenu. Et il disait, malheureusement, je parle beaucoup aux Algériens, et ils pensent que l'herbe, en l'occurrence des jardins qu'on voit dans des super films américains, par exemple, ou européens, est plus belle, et plus irriguée, meilleure. Et il leur répondait, mais pourquoi vous ne faites pas pousser de l'arbre chez vous? En gros, c'est une image, mais c'est une réalité. Donc c'est vrai que le fait d'empêcher, pour leur sécurité, je précise, aux Haragas de sortir est déjà nécessaire, parce qu'ils ne se rendent pas compte des risques de prendre la mer, je pense. Et il y a aussi un autre phénomène qu'il ne faut pas prendre à la marge, c'est le phénomène des passeurs. C'est un vrai trafic. Il y a des marchands de rêve qui leur disent, vous inquiétez pas, donnez-moi, je sais pas, 10 000, 15 000 euros, vous me remboursez quand vous arriverez sur place ou vous vous cotisez, et je vous garantis le passage. Mais on ne peut pas dire, alors il y a tous les profils dans les haragas. Il y a ceux qui ont les déshérités, hein, qui effectivement sont les plus enclins à partir. Il y a quelques cadres, c'est plutôt rare, il faut être très honnête, hein, parce qu'en général, ils sont réclamés. Et il y a surtout l'idée fausse d'un bonheur à l'extérieur. Alors évidemment, moi j'en ai connu, hein, je ne vous le cache pas, qui sont arrivés, qui ont galéré comme pas possible,
Il y en a un qui s'en est sorti à peu près bien, le reste ont vraiment galéré, ils ont dormi dans la rue, dans les conditions infamantes. Mais la question qui s'impose, Gamel, je m'excuse Gamel, hein, je vais vous rendre la parole. La question qui s'impose, c'est qu'on peut être déçu en arrivant en Europe, vous l'avez dit, et peut-être il y a beaucoup de déçus, mais la question, pourquoi ces Algériens partent? Pourquoi? Alors que vous êtes en train de faire la comparaison entre les pays du Maghreb, vous avez parlé de la Tunisie, vous avez parlé du Maroc. L'Algérie, est-ce que l'Algérie aussi est une exception, puisqu'on parle de la richesse de l'Algérie? Souvent, les autorités, les responsables algériens mettent en exergue donc cette richesse. Pourquoi il y a ce malaise? Est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de l'échec? Ça a été mentionné par notre ami Lies Djebaili, les échecs de politique, de gestion de notre pays. De manque de perspective. Quand un étudiant, par exemple, il finit donc il finit ses études à l'université, une chose, il pense qu'à une chose, c'est de partir, de faire son avenir ailleurs. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que il faut poser aussi ces questions? C'est que c'est pas normal qu'il y a autant de jeunes, tant d'Algériens qui veulent partir du pays. Donc il y a un malaise, un vrai malaise. Alors, je vais modérer le propos. Un étudiant qui finit ses études ne pense pas à partir. Quelques étudiants ont l'espoir de partir. Ce n'est pas un étudiant. L'immense majorité que je connais, ils restent parce qu'ils aiment leur pays, tout simplement. Il ne faut quand même pas non plus caricaturer. Le malaise, c'est quoi? C'est le fait de... Alors, c'est un pays riche, vous avez raison de le dire. C'est un pays qui investit énormément. C'est un pays qui répartit beaucoup parce que c'est un pays social. N'oublions jamais que c'est le seul pays d'Afrique à être aussi social. La Libye l'était à l'époque, maintenant c'est l'Algérie qui l'a à fond. C'est un pays aussi où les gens sont pressés. L'Algérien est en général assez pressé. Ils veulent tout de suite. Il faut du temps pour qu'un bateau démarre, il faut du temps pour qu'un avion décolle. Ben là, c'est pareil. Alors, c'est vrai que quand on est sur place, qu'on voit, il y a une réalité. La lourdeur administrative, elle est casse-pied. Elle ne donne pas envie de se battre. C'est un frein sur lequel l'État est en train de travailler, mais c'est un frein qui est réel. Mais de là à dire, parce qu'on n'a pas de sondage, hein, est-ce que tous les Algériens vont partir? Je ne le crois pas du tout. Moi, dans ma famille, par exemple, en Algérie, il n'y a personne qui veut partir. Et pourtant, c'est dur, ils bossent et tout, mais ils veulent rester. Il y a un mouvement important qui se fait. Alors, effectivement, je compare au Maghreb. Le pays où personne ne partait, au départ, c'est la Libye. C'est un petit émirat. Il y avait que 5 millions d'habitants. L'Algérie est un pays plus important. C'est 45 millions d'habitants, 7 millions à l'extérieur. C'est un pays qui est important en termes de richesse. C'est un pays qui est très convoité. Donc, évidemment qu'il y a des convoitises en même temps et que les Algériens qui sont pressés voudraient avoir plus tout de suite parce qu'il y a toujours le mythe de l'Eldorado. Je vous donne un exemple très concret. Les haragas du Mexique, ils existent. Pourtant, le Mexique est intégré à l'ALENA. Le Mexique se développe, c'est une grande puissance. Mais pour autant, il y a des gens qui partent dans le Nord parce qu'ils rêvent du bonheur du Nord. C'est une chimère. C'est exactement le même principe que de se dire « Ah, je vois un beau mirage dans le désert, il y aura de l'eau. » Il n'y a pas d'eau derrière. C'est pas vrai. C'est un mirage. C'est un trompe-l'œil. Eh bien, en Algérie, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui rêvent encore, moins en moins, tant Dieu merci, moins en moins, mais qui rêvent encore de l'idée fausse qu'il y a un Eldorado européen. Il n'y a pas d'Eldorado européen. S'ils veulent un Eldorado, mieux vaut aller dans un pays, dans le Golfe par exemple, ou en Asie, que d'espérer en Europe un Eldorado. L'Europe, c'est la répression. L'Europe, c'est la difficulté. L'Europe, c'est une détestation. Enfin, en France, en particulier. Mais avec tout ça, Gamal Abine, je me rappelle très bien, je pense que vous étiez mon invité dans cette émission, quand on avait parlé de l'appel du chef de l'État, Majid Tebboune, qui a fait un appel aux jeunes Algériens qui sont en situation irrégulière en Europe. Vous pouvez me dire le chiffre, par exemple, d'Algériens qui ont accepté à rentrer en Algérie, alors qu'on a vu des images de centaines et même des milliers d'Algériens qui faisaient donc la queue devant les consulats pour avoir des papiers pour régulariser leur situation en Espagne, puisqu'il y avait cette loi de régularisation. C'est ça la réalité, Gamal Abine. Ça s'appelle un appel d'air espagnol. Ils ont besoin de bras. Ils ont donc régularisé, comme l'Italie d'ailleurs. Oui, il y a un appel du président. Alors, on ne peut pas reprocher au président une chose, et ça, c'est indiscutable. C'est un homme qui croit à ce qu'il dit, qui est honnête. Quand il dit revenez au pays, il veut que les Algériens reviennent. Quand il dit on pardonne à ceux qui sont égarés, il croit vraiment à ce qu'il dit et je crois qu'il est sincère. Et je pense qu'il est dans une perspective de développement tous azimuts, dans l'espoir que le pays devienne une grande puissance, et il le croit, et ça commence à se voir sur le plan macroéconomique. Moins, oui, microéconomique un peu moins, mais ça commence à arriver. Il faut du temps, comme je disais, pour déplacer un paquebot. Quand vous me dites en Espagne, ils se précipitent pour régulariser, évidemment, mais ça ne change rien, ça reste des travailleurs pauvres, hein, pas arriver. En Italie, c'est des travailleurs pauvres, et manuels très souvent. En Algérie, il y a des possibilités si on est vraiment. C'est pour ça que moi je dis toujours au peuple, arrêtez d'attendre tout de l'État.
Faites des sociétés, battez-vous pour élever le niveau, pour augmenter les salaires. Faites en sorte qu'il y ait des Bill Gates qui émergent en Algérie, qu'il y ait des grands tycoons, des grands industriels, des grands exploitants agricoles. Mais c'est une réalité. Quand on fait croire à des gens du Sud en général, c'est pas que l'Algérie, c'est tout le Sud, que c'est mieux en Europe, bah, je vais vous parler des haragas européens, on va en parler. Vous les connaissez, J'en ai déjà parlé une fois pour rire, mais c'est sérieux ce que je dis. Vous connaissez les haragas européens, ils existent. Vous savez comment on les appelle? On les appelle les SDF. Et vous savez pourquoi ils ne se déplacent pas de la France vers l'Espagne, l'Italie ou je ne sais quel autre pays occidental, encore moins la Suisse? Simplement parce qu'ils savent très bien ce qu'est l'Occident, le libéralisme, et lorsqu'on chute, ce qu'on devient. Ils le savent, donc ils ne se déplacent pas. Ils savent qu'ils seront des SDF en Angleterre, en Allemagne, n'importe où, parce que leur rang social leur interdit l'évolution. Eh bien, les haragas dont on parle, si l'Algérie était aussi riche que l'Europe, eh bien, il restera en Algérie. C'est ça la réalité. Maintenant, il faut espérer, évidemment, c'est un pays qui est en pleine croissance, un pays qui a 1 million d'Algériens en plus tous les ans depuis que les familles se marient, que ça se multiplie. Donc c'est un pays qui a une croissance démographique considérable, alors qu'elle avait fait sa transition démographique il y a une quinzaine d'années. C'est un pays qui a des perspectives de développement tous azimuts, je le dis, pétrole, gaz, on savait déjà, mais mini aujourd'hui, industriel. Vous avez vu par exemple Condor qui a vendu 250 000 clims à l'Espagne, c'est quand même pas mal. Il y a des points marqués. Ce qui manque à l'Algérie et ce qui était un frein, c'est le 49-51 qui avait été mis pour tout le monde. C'était une erreur, ça a été corrigé. Maintenant, les investisseurs, ils arrivent. L'investisseur vient avec quoi? Avec des compétences, des qualités, des usines, du transfert de technologie, de la formation. C'est ça qui nous font l'Algérie. On a une belle université algérienne qui travaille. Il faut des débouchés pour les étudiants. Si vous avez de quoi être heureux chez vous, croyez-moi, personne ne veut partir. Et je pense que l'immense majorité des Algériens aujourd'hui pensent vraiment que le bonheur est à venir. Et j'en suis persuadé moi-même. J'y vais régulièrement. Je vois à Gigel, par exemple, ça bouge pas trop, mais je vois les mouvements. On voit bien du côté de Orange, je suis allé. J'ai vu un petit peu Annaba, j'ai vu un petit peu Alger. On voit des mouvements se faire. Donc je pense qu'il faut être un peu plus positif. Il faut croire en l'avenir de son pays, il faut y croire d'arrache-pied et il faut bien être vigilant. Il y a effectivement à l'extérieur des frontières des gens qui ne veulent pas notre réussite, depuis toujours. Hein. Depuis toujours, c'était le cas. L'Europe, quand elle signe en 2005 un accord de partenariat avec l'Algérie, un accord d'association, c'était pour nous vendre sa ferraille. Ils ne voulaient pas qu'on décolle. Quand on commence à avoir des industries, et là, les industries sont installées, on a une Algérie aujourd'hui qui est diversifiée sur le plan national. Tout est produit au niveau national, au niveau de la production agroalimentaire, au niveau de l'agro-industrie. Tout est déjà fait là-bas. Il y a beaucoup d'industries. Donc ça commence à arriver. Il faut être croyant. Il faut se dire que ça va avancer. Et il faut surtout ne plus penser comme dans le passé, où on se disait « Ah, l'État doit faire pour moi ». Non, l'État n'a rien à faire pour toi. Il faut que tu travailles et faire en sorte de réussir. Et l'État peut-être t'aidera. Très bien. Restez avec nous, Gamal Abina. Lej Baili, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'analyse de notre ami Gamal Abina? Avant de vous donner la parole, on va écouter dans ce passage le ministre de l'Intérieur et du Transport, donc Saïd Saïoud, qui dit que le phénomène de la haraga a été réduit grâce aux efforts des autorités. On l'écoute. الهجرة الشرعية تراجعت بزاف. الهجرة الشرعية تراجعت بزاف. أنا لا أتحدث من فراغ، أتحدث من واقع عشته كمسؤول تنفيذي على مستوى واحدة من الولايات من الولايات الكبار في الجزائر، واللي تعتبر مركز تاع الهجرة الغير شرعية. وهران كانت هي السونتر نتاع فعمل كبير تقوم به الدولة الجزائرية، عمل كبير يقوم به الجيش الوطني الشعبي ممثل في حرس الحدود أو حراس السواحل، في الدرك الوطني، في الأمن الوطني، في الأمن الداخلي، في الأمن الخارجي، الكل مجند في العمل من أجل محاربة هذه الظاهرة التي صبحت آفة. Voilà, donc le ministre de l'Intérieur, Saïd Saïoud, bien sûr, il était wali à Oran et son passage en tant que wali à Oran a été marqué par ce mur de béton qui a été construit, je pense, en 2023 pour faire face donc à la harga, un mur qui a été construit tout au long du littoral oranais, exactement à Ain al-Tork. Liège Baini, qu'est-ce que vous en pensez donc de cette question? C'est une minorité, a dit notre ami Gamal Abina. La majorité des Algériens sont contents, ils veulent rester en Algérie. L'Algérie est en train d'avancer à pas doucement mais à pas sûr
Qu'est-ce qui pousse donc les Algériens à partir? Qu'est-ce qui pousse les Algériens à risquer leur vie pour arriver de l'autre côté de la Méditerranée? Moi, je m'inscris en, moi, je m'inscris en faux complètement. Vous savez, moi, j'ai appris une chose enfin, durant mes études, au fait, surtout quand on entame des études plus rationnelles, cartésiennes, qui demandent un peu plus, il faut être rationnel et il faut aussi donner des résultats plus rationnels et cohérents. Je vais essayer de donner ce qu'on appelle une analyse académique. Vous m'avez invité 2 jours de cela. C'était par rapport à la Tunisie et par rapport à plein de choses. Je vous ai dit, cher Nasser, c'est un problème de gestion. Notre problème, il est récurrent. Il a été identifié depuis pas mal de temps. C'est un problème de gestion du pays. Vous savez, gérer un service et gérer un pays continent comme l'Algérie, ce n'est pas la même chose. La dernière fois, je vous ai dit, il y a un problème, ce qu'on appelle de masse fiduciaire. Il y a 70 milliards de dollars, l'équivalent de 9 640 milliards de dinars, qui circulent en termes de billets et de pièces. C'est l'équivalent de 45% du bilan de la Banque d'Algérie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est une note qui a été émise le 30 novembre 2025. Cette note, elle est discutable. Dans des pays où il y a une transparence, si ces billets, on essaie s'ils peuvent, ces pièces et ces billets circuler, à condition qu'il y ait une traçabilité, à condition qu'il y ait ce qu'on appelle confiance du peuple envers l'État. Parce que la confiance envers le peuple, vers l'État, elle est rompue en Algérie. Mais vous ne pouvez pas faire reposer le peuple sur le coût du papier ou du métal. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il y a un problème de gestion sur le plan économique. Je vais vous donner pourquoi ça ne marche pas. Monsieur Sayoud, qui est ministre à la fois ministre de l'Intérieur et ministre des Transports, qui cumule des mandats. Un ancien wali, un cadre, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est un message. Maintenant, à chaque fois que vous m'invitez, j'envoie un message aux autorités algériennes. Le paradoxe, c'est qu'il y a plus de diplômés que jamais en Algérie. Mais 1 jeune sur 3 est au chômage. Le vrai problème, c'est quoi, et Anna, ça? L'économie est incapable d'absorber les compétences qu'elle a formées. Vous formez 2000, mais vous n'avez pas les capacités à absorber, à trouver du travail à ces 2000. Si vous reposez sur les recettes gaz et pétrole, ils vont diminuer. Pourquoi? Parce que déjà, il faut quasiment, on va atteindre entre 50, 60, 65% de consommation intérieure. Le coût caché, c'est quoi, Yana? Il faut dire la perte estimée de 17 à 21%, soit 2 points de croissance par an. C'est beaucoup, beaucoup. Et le piège, Yana, il y a 100 réformes. C'est quoi la réforme? C'est parce qu'il y a la pression démographique qui va aggraver les choses. Aidez les jeunes que vous voyez. Il n'y a pas que le haraga qui sont en échec scolaire. Il y a des diplômés, il y a des médecins, il y a des juristes. Apparemment, il y avait même des militaires. Apparemment, il y avait même un ancien élu. Donc, le piège, c'est sans réforme, la pression démographique va aggraver mécaniquement le chômage. Vous voyez comment? Et la fuite des diplômés qui partent à l'étranger dans ces barques, les embarcations de fortune, forcément, il y a des diplômés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces diplômés, quand ils prennent ces embarcations de fortune, ils partent, ils emportent avec eux quoi? Il y en a un capital humain qui a été financé par l'Algérie, qui a été financé par le contribuable. Absolument. Donc la solution, c'est quoi? C'est transformer le modèle de croissance économique. En fait, on a toujours dit, c'est pas la réponse, elle ne peut pas être sécuritaire. Maintenant, il dit que j'ai chez Chab el-Watani. Mais j'ai chez Chab el-Watani, il peut pas tout faire. Il peut pas faire toutes les tâches que surveiller les côtes. Est-ce qu'on est incapable de surveiller les côtes? Est-ce qu'on a besoin, franchement, j'ai chez Watani pour surveiller les côtes? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de surveiller les côtes par des drones? Moi, je dirais même à Nasser,
et je prends ma responsabilité parce que je veux rester cohérent. Je veux rester honnête avec moi-même avant d'être honnête avec les autres. Moi, je dirais même il peut y avoir une complicité de laisser pousser ces jeunes, de faire évacuer le problème de l'explosion sociale de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est une carte aussi qui a été utilisée. Il y a des pays qui utilisent la carte je veux dire, des haragas. Comme, La Turquie, elle n'a pas utilisé. Comme une forme de soupape Elias Jubaili, c'est ce que vous voulez dire? Bien sûr, quand vous avez l'explosion sociale, donc cette soupape, il faut que ça respire. Donc vous l'évacuez. C'est que l'Union européenne, elle est au courant, il y a 3 pays qui l'utilisent, ainsi dit. Le premier, c'est la Turquie. Le deuxième, c'est le Maroc. Il a utilisé avec Septem Lila. Vous n'allez pas me dire que l'Algérie, d'une manière ou d'une autre, ne l'utilise pas. Mais ces jeunes, ils partent, ils fuient le pays. Parce que le pays ne donne rien. Je viens de vous donner une réponse académique qui chiffrée. Mais est-ce que la question, Elias Même les Jubaili, diplômés qui partent. est-ce que la question est seulement liée la dimension politique, hein. Voilà, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Est-ce que la question est liée seulement à la question socio-économique? Ah non, mais non, mais non. Au fait, le problème cardinal dans notre pays, le problème, le summum du problème en Algérie, c'est la dimension politique. C'est un problème politique. Nous traversons une crise multidimensionnelle politique. Et vous avez des questions sous-jacentes et qui ne sont pas les moindres. C'est la question économique qui se greffe à la crise politique et la crise sociale, la crise sociétale. C'est une crise multidimensionnelle parce qu'il n'y a pas de démocratie en Algérie, parce qu'il n'y a pas de développement de liberté. Vous savez, quand vous développez les libertés, tout viendra comme le régime ou le pouvoir, peu importe la sémantique du mot, ne veut pas ouvrir les champs démocratiques, ne veut pas d'alternance, ne veut pas d'alternative, ne veut pas une alternative démocratique, ne veut pas une réponse démocratique au peuple. Et d'ailleurs, c'est la question, vous allez nous poser la 3e question sur le congrès de la Soumam, c'est que tous les fondements, c'est-à-dire toutes les visées démocratiques ont été déviées de leur trajectoire. Et nous nous retrouvons coincés entre cette chape qui ne veut pas s'ouvrir. Mais tout le monde pose la question, pourquoi un pays comme le nôtre, qui a tant de richesses, qui a tant de capital humain, qui a tant d'intelligence, qui a tant c'est un pays multisaison, il est capable de faire nourrir, vous savez, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Et je suis d'accord avec lui. C'est M. Ouihia. Quand il était Premier ministre, il a dit que l'Algérie, elle est capable de nourrir 400 millions d'Algériens. Vous savez, qu'on soit d'accord ou pas avec Ouihia, peu importe, mais sur ce point, c'était le calcul bien. Et moi, j'ai toujours dit que notre pays, il peut nourrir quasiment les États-Unis d'Amérique avec leurs 360 millions d'habitants. Donc, toutes ces richesses sont dilapidées, ces jeunes n'ont pas d'avenir, ces diplômés prennent la fuite, et la répression, pas de développement de liberté, pas d'économie, l'économie, une économie dirigiste, une économie rentière. Comment vous voulez développer un pays de la sorte? Je veux dire, mais vous ne pouvez pas, c'est fini. C'est que pour redresser le pays, c'est le développement de liberté. C'est ces jeunes qui aussi, parce qu'il y a question d'émancipation, il faut dire les choses. La question d'émancipation, ils ne sont pas émancipés dans leur propre pays. C'est quoi le budget de la culture? Le budget de la culture, Takafa. Vous voulez quoi? Des jeunes émancipés, éveillés? C'est quoi la dotation du ministère de la Culture? On nous dit qu'il y a dans le Thaqafa ceci. Il faut relancer la culture en Algérie, il faut émanciper les jeunes, il faut ouvrir les salles de cinéma, il faut ouvrir les salles de théâtre, il faut mettre au cœur du programme scolaire la culture, un peuple éveillé. Vous ne pouvez pas confisquer cette jeunesse. Cette jeunesse, c'est du connect people, elle est connectée. 24 heures sur 24 heures. Tous ces jeunes, ils ont un téléphone. Ils voient ce qui se passe à l'extérieur. Ils voient que leur pays ne leur offre rien. Quand M. Tebboune, il invite ces jeunes, mais est-ce que M. Tebboune, je respecte la fonction présidentielle, bien sûr, hein, je reste correct. Hein. Vous n'allez pas me dire que l'IAS, il est radical. Mais est-ce que M. Tebboune, est-ce qu'il sait c'est quoi le paradoxe
du pays? Est-ce qu'il sait quoi le vrai problème? Est-ce qu'il sait quoi le coup caché? Est-ce qu'il sait c'est quoi le piège? Est-ce qu'il sait quoi la fuite? Et est-ce qu'il sait quoi la solution de tout ceci? Et c'est ça la question. C'est pas Très bien. M. Sayoud qui cumule 2 mandats et qui essaie de faire passer, alors M. Sayoud, c'est un échec total. Tu as le Harrach, on nous dit c'est la vitesse. Mais la vitesse, il faut faire de l'éducation routière. Et aussi, il y a un problème de pneumatique. Il y a un Très bien. problème je veux dire, tout, c'est un problème, ya Nassar, de gestion et qui est lié à la dimension politique. Habbina ou la karra, c'est ça la réalité. Très bien. Restez avec nous, Lias Adjbaili, puisqu'on va terminer avec cette question, la question politique. Donc, cette semaine, c'était le double anniversaire du 20 août 1955-1956 de la Soumam à l'Algérie d'aujourd'hui. Le 20 août avec les offensifs du nord constantinois de 1955 et le congrès de la Soumam de 1956 demeure donc une date majeure de l'histoire politique de l'Algérie. Avant de commencer avec nos invités par rapport à cette question, d'abord on va vous faire passer cette petite vidéo. C'est le message du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune par rapport donc à la journée du Moudjahid. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre journal par le message du président de la République Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de la journée nationale du Moudjahid. En voici le contenu. Chers citoyens de ces hommes, Moudjahidines, martyrs et Moudjahidines encore fidèles au serment, puisse Allah Tout-Puissant leur accorder santé et longue vie, et qui ont combattu avec abnégation jusqu'à la victoire. Ils ont tenu leur engagement et Allah a tenu le sien, lui le meilleur des soutiens. Les enseignements tirés de cette commémoration on illustre le génie ayant inspiré la glorieuse génération de novembre afin qu'elle préserve la flamme de la révolution. Dans l'offensive du Nord constantinois sous le commandement du chéhid emblématique Zérodious Faïté et demeurera par sa puissance, ses exploits, son ampleur et sa bravoure l'incarnation des valeurs les plus nobles. Sous la bannière du Front de Libération Nationale, de l'Armée de Libération Nationale, car porteuse d'enseignements historiques immenses, la journée nationale du Moudjahid est également étroitement liée à la commémoration de la tenue du congrès de la Soumam. Ce congrès historique qui a tracé les contours d'un projet visant à organiser et à structurer la révolution dans ses dimensions militaires, logistiques et organisationnelles, ainsi que dans sa dimension législative à travers la mise en place d'institutions traduisant la signification de la révolution dans divers domaines, notamment militaires, politiques et médiatiques, et à la promouvoir au sein des forats internationaux. Ce 1955 incarne une stratégie d'affrontement de la soldatesque de l'ennemi sur le terrain. Le 20 août 56 a lui marqué un tournant majeur en développant une stratégie multidimensionnelle qui a créé un nouveau rapport de force entre les partis engagés dans la bataille. Ainsi, voilà une partie du message du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du double anniversaire donc du 20 août 1955, 20 août 1956, donc le congrès de la Soumam et l'offensif du Nord constantinois en 1955. Bien sûr, la presse, on est revenu sur cette question. L'APS, le président de la République, appelle la génération actuelle donc à demeurer fidèle au message des Moudjahidines et des martyrs pour faire rayonner le pays. Bien sûr, Rabbi yarhamhum wa yussa alayhum, Inch'Allah, et paix à leur âme, ceux qui ont donné leur vie pour la libération de ce pays. L'Algérie, aujourd'hui, de l'offensive du Nord constantinois au congrès de la Soumam, l'acte de naissance d'une révolution structurée, Tebboune. Ils illustrent le génie ayant inspiré la glorieuse génération de novembre. Al-Watan, journée du Moudjahid, le message de fidélité et d'unité du président Tebboune à la nation. Et on termine avec le titre du matin d'Algérie, le message des martyrs, otages du pouvoir. Il en est de la révolution comme du Hirak, tout en le bénissant, le pouvoir l'a tué de sa plus belle mort. Car parler au nom des martyrs est une chose, être fidèle à leur combat et leurs idéaux en est une autre.
Dans le message, bien sûr, de Tebboune, le président d'Ankara a rendu hommage aux martyrs, Rabbi yarhamhum, mais aussi il est revenu sur la révolution, un modèle pour les peuples opprimés. Le message donc insiste sur l'impact international de la révolution. Tebboune insiste sur l'attachement de l'Algérie à l'unité nationale, à la cohésion du peuple, présentés comme des acquis essentiels de la révolution, de l'Algérie révolutionnaire, à l'Algérie d'aujourd'hui. Le président établit un lien direct entre les sacrifices des générations de novembre et la préservation actuelle de la souveraineté nationale et la consolidation d'un État fort et institutionnel. Il a rappelé aussi à la jeunesse dépositaire du message des martyrs. Tebboune appelle la génération actuelle à rester fidèle au message des aïeux, à s'inspirer de leurs sacrifices et à poursuivre les efforts pour faire rayonner l'Algérie. Hamid Lellou, bien sûr, que reste-t-il aujourd'hui de l'esprit des principes de la Soumam? C'est des questions qu'on va poser, vous posez, primauté du politique sur le militaire, principe historique ou question toujours d'actualité, primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Quelle résonance dans l'Algérie d'aujourd'hui? Hamid Lellou. C'est Nassar, aujourd'hui, vous n'êtes pas allé avec le dos de la cuillère avec cette série de messages creux qui font mal aux oreilles. Moi, j'ai vraiment mal aux oreilles. Je suis obligé juste de transmettre des informations et je sais que des fois, vous ne voulez pas les entendre, surtout quand il s'agit du message à Majid Tebboune. Ça fait vraiment mal aux oreilles. Vous savez, ce sujet est lié au sujet sur la haraga, sur la jeunesse. Et plus j'entendais mon ami Elias parler, et plus il y a un mot qui revenait à mon oreille. À ce moment-là, l'oreille ne me faisait pas mal, mais j'avais mal pour l'Algérie, j'avais mal pour les Algériens, qu'ils soient jeunes ou pas. C'est le mot désespoir. Et je vais le prouver. Il a eu raison, celui qui a dit « l'espoir fait vivre ». Pendant le Hirak, 1 an et demi, les chiffres sont là pour le prouver. Pratiquement, Harga descendu à 0. Est-ce que vous avez vu des Harga pendant le Hirak? Non. Est-ce que la situation avait changé pendant le Hirak? Absolument pas. Les gens continuent à souffrir du chômage, les gens continuent à souffrir de beaucoup de choses, mais ils avaient cet espoir que ça allait changer, qu'ils allaient enfin se libérer. Et cet espoir les faisait vivre pendant 1 an et demi. Et ils avaient décidé de ne pas faire de harga et de rester justement pour que le pays change. La caricature dont parle M. Abina, la caricature, c'est cette nouvelle Algérie. C'est cette Algérie qui se développe. C'est cette Algérie qui attire des investisseurs. Et les chiffres, 800 millions de dollars d'investissements étrangers directs pour économie qui se dit à 400 milliards de dollars bientôt. Faites le schéma, il est là. Le dessin, il est là. 800 millions contre presque 400 milliards de dollars. Donc, l'espoir, encore une fois, souvenons-nous, 1958, la Coupe du Monde en Suède, des joueurs algériens au sein de l'équipe de France, dont Makhloufi et Marouche. Makhloufi avait décidé, parce qu'il avait espoir que l'Algérie allait changer, puisque le combat pour l'indépendance commençait à se dessiner après 4 ans de lutte fratricide. Les gens commençaient à avoir espoir qu'il y allait avoir indépendance. Il avait décidé de tout sacrifier. Il aurait pu être le meilleur joueur du monde contre Justin Fontaine. Non, il a décidé d'aller avec l'équipe nationale du FLN parce qu'il avait espoir. Et les autres, ceux qui avaient pris les armes après 58, ils étaient même avant 58, ils étaient sur les bancs d'école, des universitaires.
parce qu'ils avaient espoir que ça allait changer. À ce moment-là, ils avaient pris le combat et se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, quand il y a espoir, les gens, franchement, y croient et font ce qu'il faut pour le changement. C'est le désespoir qui fait jeter nos enfants dans la mer. C'est le désespoir qui fait que les gens, ils en ont plus envie. On est pressé que ça change. Posez la question à M. Elias. Moi, je peux vous le dire. Moi, j'ai quitté l'Algérie il y a plus de 30 ans. Si j'avais attendu il y a 30 ans, ça aurait été la même situation. À l'époque déjà, il n'y avait pas espoir. À l'époque déjà, on m'avait forcé à quitter mon pays. À l'époque déjà. Peut-être la chance que j'avais, c'est que j'avais réussi dans mes études et à l'époque, on n'avait pratiquement pas besoin de visa. Et c'était une simple formalité pour pouvoir y aller. L'espoir. L'espoir, c'est la clé. On est en train de parler de tous ces sujets, c'est l'espoir. L'Algérien a perdu tout espoir. Il le sait que ça ne changera pas. Et c'est pour ça que ce régime de police politique, et je le rappelle tout le temps, moi je n'ai aucun problème avec nos institutions. Nous avons des hommes et des femmes honnêtes dans les institutions. Et d'ailleurs, pour rappel, le Hirak de 2019, depuis le début, et les gens n'appréciaient pas cette remarque, j'ai toujours dit que le Hirak avait commencé à partir des institutions, parce que les gens étaient pour le changement, des gens qui étaient proches du pouvoir ou des institutions. Et ça a commencé à échapper, ça a traîné, et le problème c'est qu'on ne peut pas imaginer une révolution sans leader. S'il y a une révolution sans leader, c'est que ça a commencé de manière discrète et informelle au sein d'un groupe d'influence au sein même du pouvoir. Et toutes les révolutions, l'histoire nous les a montrées, et tous les mouvements de justice sociale, ça a commencé de l'intérieur. Et c'est pour ça que ce système actuel essaye de cloisonner, essaye de verrouiller la société avec ses agissements. Et comme je disais dans la première partie, le fait de commencer à nous bombarder avec le MAC, avec Rachid, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se trame. Très bien. Reste avec nous, Hamid Lello. Gamal Abina, qu'est-ce que vous en pensez? Hamid Lello a mentionné, bien sûr, l'impact et l'importance de l'espoir dans une société pour avancer. Quand on parle, bien sûr, des moments historiques comme ceux du 20 août 1955, 20 août 1956, de l'importance du congrès de la Soumam, qui a rappelé des principes par rapport donc aux politiques, la primauté du politique sur le militaire, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. 70 ans après, quel bilan peut-on faire du chemin parcouru par notre pays? Je vais d'abord quand même corriger une information fausse, parce que j'aime bien être précis quand je parle. C'est totalement faux, ce n'est pas 800 millions de dollars les IDE, je vais donner les deux chiffres, comme ça va être très clair. En 2024, c'était 1,3 milliard de dollars. En 2025, c'est passé à 1,53 milliard de dollars, soit une progression de 18,6%. C'est ça les IDE, investissements directs étrangers qui ont été faits en Algérie. Peut mieux faire, mais c'est une courbe qui est plutôt ascendante. Il faut s'en féliciter. Le FMI, la Banque mondiale, d'ailleurs, donne un satisfecit, et ça n'est jamais arrivé avant, depuis 2 ans maintenant, sur les chiffres de l'Algérie, qui ont une croissance moyenne de 4% depuis 5 ans. Donc ça, c'est des réalités indiscutables. Alors, il faut quand même être un peu objectif. Il ne faut pas lancer un chiffre fantaisie de 800 millions de dollars. Ça date, ça. C'était juste après le Covid. Ensuite, concernant effectivement le congrès de la Soumam, d'abord, on est en révolution. Dans une révolution, très souvent, il y a des mouvements contradictoires, des mouvements qui convergent, qui divergent. Il y a des questions de prise de pouvoir, des questions d'ambition personnelle. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle un mouvement révolutionnaire. La révolution, ce n'est pas un mouvement qui est une sorte de bloc monolithique comme ça qui avance et qui écrase tout son passage pour libérer le pays. Donc évidemment que dans le congrès de la Soumam, les congrès de la Soumam en l'occurrence, on a eu des belles lettres qui ont été données, on a des belles images, on a une belle volonté. Mais c'est dans un contexte de guerre
dans un espoir de paix, retrouvé dans un espoir d'une Algérie où tout se passera bien, où il y aura une bonne relation avec l'ancienne puissance coloniale, c'est compliqué, on le sait aujourd'hui, où effectivement il y aura une bonne relation avec les pays africains en général et maghrébins en particulier. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des appels, effectivement, des espoirs, hein, en l'occurrence, qui sont nourris par tout un tas d'idéaux, puis se heurtent les réalités de l'exercice du pouvoir, de 62 à 65 par exemple, première tranche de pouvoir, avec des relations internationales qui sont jamais évidentes. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? De là, de dire que c'est un échec total, non, ça n'est pas vrai, c'est pas un échec total. On a quand même un pays qui est libéré, une alphabétisation massive, l'école gratuite pour tous, les hôpitaux gratuits, tout ça c'est important. Des subventions que seule l'Algérie assure à sa population de produits de première nécessité, c'est tout de même intéressant. Et puis la volonté effectivement d'un développement qui est farouchement ancré dans le cœur des Algériens, il ne faut pas l'oublier. Donc moi je peux entendre effectivement qu'il y a des choses qui n'ont pas été, parce que c'est comme partout, hein, je veux dire, quand on évolue, quand on grandit, les certitudes de la jeunesse, elles disparaissent devant les réalités de la vie, des difficultés de l'existence. Et bien l'État, c'est pareil. Vous avez des gens qui ont des courants contradictoires, des idéologies qui se contredisent, mais je pense sincèrement, et ça je peux le rappeler, effectivement, c'est dit régulièrement, que dans l'absolu, tout le monde a intérêt, a envie que son pays réussisse. Alors il y a toujours des gens qui veulent profiter, c'est vrai, ça existe, mais dans l'ensemble, le rêve des Algériens, c'est le récit du pays. Donc de dire que tout va pas bien, non. Tout va bien, non. C'est un pays comme tous les autres où il y a du bien et du mal. C'est un pays qui apprend à se conscientiser, qui apprend à se développer, qui est en plus un pays qui est très regardé, qui est très envié, qui est très détesté aussi par certains, et qui est un pays qui a quelque chose qui est comme aux Algériens en général, c'est l'idée d'indépendance, l'idée de souveraineté, et l'idée de lutter contre l'injustice liée à la post-colonisation, au néocolonialisme économique. Ça, c'est quelque chose qui me parle et je pense que la Souma m'en a parlé aussi. L'indépendance des Algériens lui coûte très cher. Si on voit par exemple qu'il y a moins d'idéaux en Algérie que dans certains pays, c'est pas parce qu'on est moins bon, même si l'administration est lente. C'est parce qu'il y a des gens qui ont vraiment la rage contre nous, qui sont des revanchards et qui ne veulent pas que le pays se développe. Sauf qu'il y a une époque où ça avait fait un boom économique en 70, on a parlé du dragon africain. On va revenir sur ce boom économique, c'est une certitude, mais il faut avoir un discours beaucoup plus proactif, beaucoup moins négatif. Mais ce discours aussi, Gamal Abine, ce discours de dire toujours c'est la faute des autres, c'est les autres qui ne veulent pas que nous nous développons. Est-ce que vous pensez aussi que c'est une fuite en avant pour un peu cacher... Je suis très précis dans ce que je dis, hein. Je n'ai pas dit que c'est la faute des autres, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis dans le développement d'un pays où il y a des impairs, et ça peut arriver, on n'est pas parfait, on est comme tout le monde, il y a aussi d'autres agents extérieurs qui voudraient nous empêcher. Je n'ai pas dit que c'est de leur faute. On est maître de nos choix. S'ils ne veulent pas investir chez nous, effectivement, c'est de leur faute, mais on s'en fiche parce qu'il reste du monde qui s'intéresse à nous. On voit avec l'Italie, par exemple, où il n'y a pas de problème, avec l'Espagne, ou avec, même s'il y a une tibisbie, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, tous les pays qui n'ont pas ce... Je suis très précis. Le problème, la France ne veut pas que l'Algérie se développe. C'est clair. Quand par exemple, il faut seulement venir en 2022 avec 17 ministres, avec des plans pourris d'investissement bidons, je le dis, hein, j'ai vu tous les plans, culturels, cinéma, sportifs, des choses qui servent à rien. Aujourd'hui, c'est important quand on a bien réussi, mais ce n'est pas la priorité. Je vais vous donner un exemple concret, Gamal Abine, très rapidement. Cette semaine, il y a eu donc le classement des universités dans le monde, Shanghai, qui est bien sûr très connu, très prestigieux en termes de classement. 1000 universités dans le monde ont été classées. Aucune université algérienne. Vous pouvez dire même africaine en général, parce qu'un petit peu en Afrique du Sud, les standards de notation sont liés à plusieurs éléments. Premier élément, les partenariats avec des grandes universités, c'est obligatoire. Shanghai, par exemple, dont vous parlez, a des partenariats avec des universités américaines, donc ça permet de faire monter le niveau. Ensuite, parce que dans le monde arabe, d'ailleurs, vous parlez de l'Algérie, l'Afrique et le monde arabe, on n'est pas classé, pourquoi? Parce qu'il a fallu d'abord écoper, il a fallu d'abord rehausser le niveau, il a fallu d'abord alphabétiser un peuple qui, il faut le rappeler, à 85% était analphabète il y a 64 ans. 85%. Les autres pays ne sont pas partis de si bas. On est parti de moins 100. Ensuite, un peuple qui avait que 2000 universitaires. C'est un exploit extraordinaire que le pays ait réussi à atteindre un taux de plus de 95% d'alphabétisation. Maintenant, on parle d'expertise. Il se trouve que les universités algériennes en Afrique, dans le classement africain, progressent. Ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. Que ces universités produisent des chercheurs et des scientifiques, comme l'inventeur de l'IRM qui vit aux États-Unis maintenant, comme d'immenses médecins algériens qui viennent en France, qui apparemment sont excellents.
puisqu'ils sont acceptés dans les standards occidentaux. Donc, ce n'est pas la question du classement universitaire, parce que les classements se font sur quoi? Ils se font sur les MBA, ils se font sur les standards type est-ce que tel ou tel MBA est bien classé? Vous avez ça en France aussi, il y a un recul des universités monumental parce que l'État n'investit plus dessus et parce que les MBA sont plus classés. Il n'y a que les écoles privées qui ont encore des MBA qui ont de la qualité. La première université française était classée 13e, donc dans ce classement, juste pour rappeler. C'est Dauphine. Vous avez des universités qui sont de bourgeois. C'est des universités de riches, pas de pauvres. Vous avez après, effectivement, Assas. Très bien. C'est juste pour revenir par rapport à... des écoles de commerce privées, HEC, Subdeco, ESSEC. Voilà, c'est ces 3 écoles qui sont classées, mais tout le reste, il y a un naufrage. Mais aussi, vous avez dit, Gamal Abina, que vous avez mentionné ces Algériens qui ont réussi, mais qui vivent quand même à l'étranger, en France ou ailleurs. Lies Djbaili, qu'est-ce que vous en pensez, Lies? Vous avez parlé, vous avez mis l'accent sur la question politique, bien sûr, et dans les principes du congrès de la SOMAM, on parle de la primauté du politique sur le militaire. C'est extraordinaire quand même, on est dans une guerre en 1956, de guerre de libération. On veut donner du sens politique par rapport donc à cette révolution et on parle d'un des principes importants du congrès de la SOMAM, la primauté du politique sur le militaire et la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. On voulait donner du sens à ce projet politique d'une Algérie nouvelle après donc l'indépendance. Qu'est-ce qui en est 70 ans après? Tout d'abord, en fait, l'offensif du 20 août 1955, le Nord constantinois, il faut rendre hommage à Zéroudious Rabbi Yarhamou, suite à la concertation avec Chihani Béchir, qui lui aussi il était assassiné dans les Arras. Donc il fallait soulager cette région qui étouffait, qui était cernée 10 mois. Donc Zeroud Youssef, il a répondu à un appel finalement. Il a compris qu'une région ne peut pas fonctionner seule, ne peut pas affronter seule. Il faut une solidarité. C'est ça le but de l'offensive du Nord constantinois. Il fallait soulager pour trouver après une solution politique. Et après, le congrès de la SOMAM, il fallait donner une direction, il fallait donner une solution politique, il fallait donner une question politique et internationaliser la question algérienne. C'est très simple. La primauté du militaire sur les civils, ça ne veut pas dire contre les militaires. Ça veut dire que les décisions politiques doivent être prises au sein du civil. C'est les civils qui prennent la décision. Quant à la décision de l'extérieur sur l'intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que le peuple algérien, il n'y a que les Algériens qui décident de leur devenir et de leur avenir. C'est très important. C'est-à-dire que le congrès de la SOMAM, il a donné une direction, une direction à la guerre de libération nationale. En fait, ça commence du 8 mai 1945, 1er novembre 54, 20 août 55, et ça finit au congrès de la SOMAM, le 20 août 1956. Toute cette chronologie qui a traversé notre pays, c'est elle qui a déclenché l'indépendance. Ça veut dire quoi? Il y avait une solidarité. Ça veut dire que même que les chouhada, qu'ils étaient d'accord ou pas, ils étaient point. Il fallait libérer la patrie. En aucun moment, il fallait gouverner par la confrontation. À aucun moment, il fallait gouverner par la suspicion. À aucun moment, il fallait gouverner, je veux dire, par la division. On ne peut pas. Donc, c'est ça, nous tombons dans le piège. C'est que tout ce qui a été décidé durant le congrès de la SOMAM, c'est-à-dire la direction, les orientations politiques ont été complètement déviées. D'ailleurs, Hossein Ait Ahmed, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'indépendance, oui, nous avons eu l'indépendance, une indépendance formelle. Qu'en est-il de la démocratie? Qu'en est-il de la question des libertés? Qu'en est-il? C'est ça. Donc c'est une indépendance inachevée, au goût inachevé. Et c'est ça. Donc, est-ce que ceux qui ont sacrifié leur vie, est-ce qu'ils auraient souhaité que la situation de notre pays se retrouve ainsi?
c'est que le sermon du 1er novembre 54, la plateforme du congrès de la Soumam ont été déviés. Le sermon, c'est fini. Tous ces gens qui ont donné leur vie pour un tel résultat, la question elle est là, pour un tel résultat, le résultat c'est de voir des jeunes qui fuient leur propre pays, dont les aïeux, dont leurs grands-pères ont libéré la patrie. Et c'est ça la question qui fait mal. Et si on ne doit pas se remettre en question, si on ne doit pas revenir aux fondamentaux du congrès de la Soumam, la primauté du civil sur le militaire. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'armée. Ça veut dire que le militaire ne peut pas faire de la politique. Le militaire ne peut pas avoir des Vous pensez que cette question est toujours d'actualité, Elias? Sur le plan, c'est ça la question. Vous pensez que ce principe est toujours d'actualité? Très rapidement. Vous savez, j'essaie de rendre hommage à Abdel Ramadan parce que, Allah yarhamou, moi quand j'étais jeune, mon père il m'a dit il faut le lire, mais il m'a dit Abdel Ramadan c'est un matheux. Vous savez, c'est un matheux Abdel Ramadan. C'est un mathématicien à la base, attention. C'est un matheux. Achel Romenaïd, il faisait des maths. C'est un matheux qui... Vous savez, ces personnes, quand il a dit que le civil sur le militaire, il y avait le côté rationnel qui prenait l'ascendant. Et c'est ça. Et il faut reconnaître le génie de ces moujahidines, de ces chouhada qui voulaient une seule solution, que l'Algérie soit libre, soit gérée de façon démocratique et sur des concepts démocratiques. Ni soviétiques, ni russes, ni américains, ni ceci. Purement algérienne, avec le génie algérien. Parce que nous avons le génie algérien. Parce que l'intelligence algérienne, il faut la rejaillir à un moment donné. Malheureusement, elle est confisquée parce que l'alternance, parce que l'alternative, elle est à chaque fois refusée. À chaque fois, elle est refusée à coups de bâton, à coups de répression. C'est ça la réalité. Moi, j'invite monsieur Tebboune, qui, si vraiment il tient et si vraiment il est dans une dynamique sincère du congrès de la Soumam et de l'offensive du 20 août 55 et du 1er novembre 54, il faut libérer la patrie, il faut développer les libertés, il faut libérer ce pays. C'est un seul point, c'est la souveraineté populaire. C'est que c'est le peuple qui décide de son destin. Et nous pouvons dire que nous avons réussi notre indépendance. Et ceux qui ont donné leur vie, ceux qui sont sacrifiés, comme on dit, c'est qu'ils peuvent être tranquilles dans leur propre temps. Merci beaucoup, Elias Jubaili. Merci à tous nos invités. On est arrivé à la fin de cette émission, la rétro-info de la semaine. Merci à Hamid Lello, directeur de Run for Democracy en Algérie, qui est avec nous depuis Washington. Merci à vous, Hamid. Merci à Gamal Abina, spécialiste des relations internationales, analyste politique. Il était avec nous depuis Paris. Merci à vous. Merci à Elias Jubaili, ingénieur économiste et militant politique. Il était avec nous depuis la France. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha.